Bonsoir Pierre Petit, vous êtes avec nous en duplex de Bruxelles. Bonsoir. Alors vous êtes anthropologue, historien de l'art, maître de recherche au FNRS, c'est le Fonds national de la recherche scientifique en Belgique et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Vous venez donc de publier Patrice Lumumba, la fabrication d'un héros national et panafricain aux éditions de l'Académie royale de Belgique, l'Académie en poche. Patrice Lumumba, c'est une grande figure de l'indépendance du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo, l'ancien Congo belge. Il était Premier ministre au moment de l'indépendance, en juin 1960, et il ne lui reste que 6 mois à vivre. Le jour de l'indépendance, le 30 juin 60, il prononce un discours violemment anticolonial devant le roi des Belges, une provocation qui lui coûtera très cher quelques mois plus tard. Avant d'évoquer l'icône Lumumba avec vous, d'abord ce rappel historique, si vous voulez bien, avec un commentaire de la RTBF. C'est peut-être ici que tout a commencé, juste après le discours du roi Baudouin, le 30 juin 1960. Patrice Lumumba, ce jour-là, prend des risques. À la surprise générale, il improvise un discours qui donne une toute autre image de la colonisation. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Des mots forts, insultants pour certains. Du coup, très vite, le Premier ministre congolais est dans le collimateur des Belges. Et pendant que le pays se divise dans la violence, Lumumba est de plus en plus seul. Les propos du ministre belge aux affaires africaines de l'époque ne laissent d'ailleurs planer aucun doute sur le sort qui attend l'ancien leader indépendantiste. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba. L'homme est alors traqué, puis arrêté. Image forte d'un ancien Premier ministre maltraité sous le regard du colonel Mobutu. Les heures de Lumumba sont comptées, ce n'est pas un secret, mais personne n'intervient. Le 17 janvier 61, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans sont envoyés au Katanga. Pendant 6 heures, jusqu'à leur descente d'avion, ils seront tabassés. La fin de l'histoire, elle, est des plus sinistres. Patrice Lumumba est exécuté. Ordre est donné de faire disparaître sa dépouille. Aujourd'hui encore, Patrice Lumumba reste pour beaucoup la figure qui incarne le mieux l'indépendance du Congo. Alors Pierre Petit, on ne va pas refaire avec vous l'enquête sur la mort de Lumumba. L'hypothèse admise et la plus vraisemblable sans doute, c'est qu'il ait été assassiné par les Katangais avec l'accord au moins tacite des Belges et des Américains. Dans le titre de votre livre, vous utilisez le mot de fabrication d'un héros. Lumumba, c'est un héros, une icône qui a été fabriquée. Comme toutes les icônes, en fait, comme tous les héros, donc je ne voudrais pas en faire un cas particulier. Je me suis intéressé à Lumumba parce que je m'intéresse à la question du nationalisme et finalement, l'État-nation est toujours, par définition, une sorte de création sociale. Je me suis intéressé particulièrement à l'iconographie de Lumumba parce qu'elle révélait bien un processus qui se trouvait entre un niveau plutôt national et un niveau plutôt international. C'est-à-dire qu'il a cette particularité d'avoir été créé héros à la fois dans une sphère progressiste internationale et aussi à l'intérieur de son propre pays. Et c'est ça qui m'a plus particulièrement intéressé. Donc il n'est pas plus création, il n'est pas plus construction d'un héros que n'importe quel autre, en fait. Alors, dès sa mort, très vite, il a eu des soutiens en Afrique et en URSS, dans les anciens pays de l'Est aussi, vous l'expliquez dans votre livre. On était en pleine guerre froide. En Afrique, par exemple, vous évoquez les pays de la charte de Casablanca, c'est-à-dire 5 pays, le Maroc, la République arabe unie, c'est-à-dire à l'époque, c'était l'Égypte et la Syrie, le Mali, le Ghana et la Guinée. Alors, on va voir quelques timbres, en fait, qui ont été imprimés à ce moment-là en hommage, en soutien à ce que représentait, en fait, Lumumba. Je ne sais pas si vous le voyez en même temps. Là, on voit. Malheureusement, je ne les vois pas encore. Ils vont bientôt apparaître. Voilà, je les vois apparaître. Voilà. Ils sont là. Donc là, on a un timbre soviétique, je pense. Exactement, oui, tout à fait. Donc c'est un timbre, c'est le principal timbre d'ailleurs qui a été émis par les postes soviétiques pour rendre justice aux martyrs de Lumumba, qui n'était évidemment pas considéré comme un communiste par Khrouchtchev et par les autorités soviétiques, mais comme un allié objectif sur le continent africain. Que représentait Lumumba pour les soviétiques ? Clairement, en tout cas, quelqu'un qui
était capable de s'opposer à l'impérialisme occidental, a empêché une recolonisation par les États-Unis ou bien par l'OTAN du continent africain après la période des indépendances. Donc c'était une des grandes craintes évidemment du côté soviétique. On est au cœur de la guerre froide et on est à une période où on est en train de calculer ses alliés de part et d'autre. Et de ce fait, donc, à travers Lumumba, il y a une possibilité à un certain moment pour pouvoir jouer un jeu important au cœur du continent africain, qui plus est dans un pays dont les ressources sont énormes, et notamment en termes d'uranium, bien entendu. Alors, Lumumba est devenu très rapidement une icône, on peut même dire un martyr. Pourquoi, selon vous, aussi rapidement ? Je crois qu'on tient déjà l'explication avec la guerre froide dans une bonne mesure. Donc, il est très clair qu'on a la recherche d'images fortes pour pouvoir toucher l'ensemble de la population des pays, aussi bien du côté des pays de l'Est que l'ensemble des populations africaines, l'ensemble des pays du Sud qui sont en train donc de se libérer. Et Lumumba représente, à travers précisément son martyre, une image qui attire immédiatement la sympathie des populations de par le monde. Alors, quand vous parlez de martyr, il y a une image très forte, je pense qu'on va peut-être la voir, c'est la une d'un journal indien, là voilà, où on voit en fait Lumumba dessiné sur une croix. C'est une image évidemment très forte et qui en fait attaque l'ONU. Il est considéré par les Indiens, en tout cas, par le gouvernement indien de l'époque, comme s'il avait été abandonné en fait par l'ONU, trahi par l'ONU. C'est tout à fait ça. Donc, quelles sont les puissances qui ont été visées par les démonstrations, par les manifestations après la mort de Lumumba? C'est d'une part la Belgique, bien entendu, d'autre part les États-Unis, mais aussi l'ONU. Donc Dag Hammarskjöld, qui était le secrétaire général de l'ONU, est rendu directement responsable de la mort de Lumumba, puisque l'ONU était directement impliquée sur le terrain du Congo et n'a pas assuré sa protection quand il était emprisonné à partir donc du mois de décembre 1960. Et donc l'ONU a été considérée en partie comme responsable de ce crime politique. Alors, on a vu dans les images la présence du colonel à l'époque qui allait devenir le général Mobutu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, le mythe Lumumba va être récupéré par Mobutu dès qu'il arrive au pouvoir au Congo en 1965. On peut dire que c'est un coup de génie politique de la part de Mobutu. Oui, je me permets de revenir un tout petit peu sur ces images. Elles ont été fabriquées, elles aussi, puisque Mobutu n'était pas du tout là. C'est un montage, si je ne m'abuse, de la BBC qui a été fait pour présentifier le drame que connaissait Lumumba. Et on présente donc, comme s'il s'agissait d'une scène unique, Mobutu en train d'observer Lumumba se faire maltraiter par des militaires. C'est une construction. De même, on présente sur les images qui suivent la veuve la femme de Lumumba, qui en fait n'assistait pas du tout à la scène. Donc, oui, mais sur le fond, il y a quand même une récupération politique assez géniale de la part de Mobutu. Oui, absolument. Donc là, nous sommes beaucoup d'années plus tard, nous sommes en 1966. Mobutu, quelque part, va réussir à reprendre à son actif ce capital de sympathie extraordinaire au niveau international que représente Lumumba. Et malgré qu'il en soit quelque part l'assassin en partie, il réussit donc à réhabiliter Lumumba pour récupérer ce capital international qui était extrêmement puissant. On vient de voir d'ailleurs qu'il avait fait imprimer des billets de banque donc du Congo à l'effigie de Lumumba au moment où lui-même, Mobutu, était au pouvoir. Alors, sans complexe. Voilà. Alors, en 61, malgré tout, si on revient quelques années en arrière, quel avait été l'impact de la mort de Lumumba dans son propre pays? Est-ce qu'il était populaire au moment de sa mort au Congo? Non, contrairement à ce que l'on croit, il ne s'agissait pas du tout d'un personnage politique populaire, en tout cas quand il est décédé. Je suis persuadé qu'au moment de l'indépendance, il l'était, et dans les mois qui ont précédé. Mais suite à la succession incroyable d'ailleurs de catastrophes qui se sont abattues sur le Zaïre avec l'indépendance, la classe politique dans son ensemble était conspuée par la population. Donc il n'y a pas eu de manifestation de masse au Congo au moment de la mort, ou de l'annonce de la mort plutôt de Lumumba, sinon dans quelques régions qui étaient restées fidèles à son gouvernement. Mais ni à la capitale, Léopoldville, ni au Katanga, ni au Kasaï, on a pleuré Lumumba. Et
par ailleurs, il était franchement haï par des gens de l'Église, de l'armée, de la presse aussi, de l'administration, et son capital de sympathie